La plupart des entreprises de célébrités ne durent pas longtemps. Généralement, après avoir fait un premier buzz, elles finissent par s'essouffler, tout simplement parce qu'elles ne font que capitaliser sur leur influence et c'est rare qu'il y ait une vraie offre attractive. Et dans le cas des Kardashian, c'est un peu la même chose. Depuis 2006, elles ont créé énormément d'entreprises dans tous les secteurs qu'on puisse imaginer. Des magasins d'habits, des marques de parfums, des cartes de crédit, vraiment nommez-le et elles l'ont fait. Et grâce à leur émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, elles ont réussi à se réinventer maintes et maintes fois avec les millions de fans qu'elles ont réussi à amasser. Mais récemment, il y a quelque chose qui a changé. Depuis 2016, elles ont créé 2 entreprises qui explosent complètement les records de ce qu'elles ont connu par le passé. Ces entreprises ont un look complètement différent et au lieu de s'essouffler, elles continuent de gagner du terrain. Et surtout, elles n'ont pas l'air de ralentir de sitôt. Alors dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'histoire des business des Kardashian et vous dévoiler ce qui se cache vraiment derrière leur métamorphose de business d'influenceuse à vrai business qui perdure dans le temps. Pour comprendre comment les sœurs Kardashian en sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui, il faut repartir au tout début. Le patriarche de la famille, Robert Kardashian, est un avocat de renom basé à Beverly Hills aux États-Unis. Nous sommes en 1995 lorsqu'un de ses amis proches, O.J. Simpson, est accusé d'avoir tué sa femme et que Robert rejoint son équipe d'avocats pour assurer sa défense. Le procès devient très médiatisé et attire les regards de plus de 150 millions de personnes à travers le monde. Et c'est ainsi que Robert Kardashian et sa famille deviennent populaires. Quelques années plus tard, au début des années 2000, la fille de Robert, Kim, que vous connaissez sûrement, devient un peu la star de la famille parce qu'elle est souvent aperçue avec Paris Hilton et elle est dans tous les tabloïds à cause de ça. Aujourd'hui, lorsque les médias dressent le portrait d'une jeune Kim, ils parlent d'une personne qui était extrêmement déterminée à devenir une star. C'était une ambition qu'elle nourrissait depuis qu'elle était plus jeune, et puis quand on voit les vidéos d'elle plus jeune, on voit qu'elle voulait toujours attirer l'attention de la caméra, des photos, elle en avait jamais marre d'avoir les feux des projecteurs sur elle, et c'est quelque chose qui l'a suivie jusqu'à son âge adulte parce qu'elle multipliait les activités pour essayer de trouver la chose qui lui permettrait de devenir connue. Au lieu de continuer ses études après le lycée, elle décide de se lancer en tant que styliste. Elle commence à habiller ses amies stars qu'elle rencontre par-ci par-là. C'est facile pour elle puisqu'elle a vécu et baigné dans un milieu où toutes les stars sont à côté d'elle. Et elle se dit qu'avec le temps, puisque ces personnes vont être photographiées dans les tabloïds et dans les médias, son nom sera affiché avec ces personnes-là et elle pourra enfin se faire un nom dans le monde de la mode. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ça, puisque des années passent, et même si on voit son nom par-ci par-là, elle arrive jamais à aller au-delà de styliste de ses amis, quoi. Elle arrive jamais à se distinguer. Il faudra un scandale des années plus tard pour enfin la démarquer du lot et l'élever au rang de star. Alors qu'elle a 22 ans, elle et son ancien copain de l'époque, Ray J, filment une sextape. Alors ça aurait pu rester anonyme pour toujours, sauf que des années plus tard, pile au même moment où elle essaye de se faire un nom en tant que styliste, etc., une société pornographique, Vivid Entertainment, rachète la sextape $1 million à un vendeur anonyme. À ce jour, il y a encore plusieurs rumeurs qui disent que c'est Kris, la mère de Kim, et Kim elle-même qui ont rendu la sextape publique et qui l'ont vendue anonymement. Et ça, on ne le saura jamais. Et puis, honnêtement, on s'en fout un peu. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ont absolument pas laissé passer cette opportunité. Parce que si certaines personnes se seraient cachées sous un rocher en attendant que le scandale passe, elles, au contraire, elles y ont vu une vraie opportunité. When I first heard about Kim's tape, as her mother, I wanted to kill her. But as her manager, I knew that I had a job to do. Et elle disait vrai puisque 6 mois plus tard, elle s'associe à E! Entertainment pour lancer leur série à succès Keeping Up with the Kardashians. Et évidemment, comme on le sait aujourd'hui, c'est un hit instantané. Le lancement de cette série, je trouve que c'est l'exemple parfait pour illustrer comment les Kardashians trouvent leur business. En gros, elles prennent un scandale et elles, au lieu de trouver que c'est quelque chose de dramatique, elles se disent « Ok, c'est une opportunité d'élargir notre portfolio d'entreprises ». Ensuite, elles créent ces entreprises, elles créent ces projets et ça permet de faire un gros buzz à la sortie du projet. Donc par exemple, la sextape est un scandale qui devient une opportunité et quand ça sort, ça fait un gros buzz puisque tout le monde était choqué par la sextape. Ou encore un autre exemple, lorsqu'elle a été accusée d'avoir des implants aux fesses et que tout le monde était en mode mais en fait qu'est-ce qui se passe avec ses fesses, pourquoi c'est si gros, blablabli blablabla. Bref, elle, au lieu de le voir comme un scandale, elle s'est dit ok c'est une opportunité. Elle s'est associée à Skechers pour lancer une paire de baskets qui te permet de sculpter ton popotin en marchant. Et cette histoire, c'était tellement n'importe quoi qu'elle a fini devant le juge, elle a dû payer $40 millions. Bon, avec Skechers, pas que elle, mais ils ont dû payer $40 millions aux 520 000 plaintes de gens qui étaient en mode « Excusez-moi, c'est une fausse publicité, parce que moi, j'ai acheté ces baskets et ça ne m'a pas du tout fait grossir mes fesses. » Dans tout ça, moi, tout ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même 520 000 personnes qui se sont dit « Génie, je vais acheter ces baskets et je vais pouvoir avoir des fesses de ouf. » Enfin bref.
Ah, et un autre exemple, cette fois-ci c'est pas Kim mais Kylie, quand tout le monde se demandait ce qui se passait avec ses lèvres, tout le monde était en mode mais en fait pourquoi elles ont grossi autant tes lèvres? Est-ce que tu te les as fait refaire? Kylie pendant 50 ans elle était en mode bah non, je me suis pas fait refaire les lèvres, tout ce que je fais c'est que je prends un crayon et que je suis en train de contourer mes lèvres, mais les gens ils étaient en mode tu t'es fait refaire les lèvres. Et elle a juste décidé de pas répondre, donc au lieu de laisser le scandale tel quel, les Kardashian, elles y ont vu une opportunité d'en faire une vraie marque, et c'est comme ça que Kylie a lancé sa marque de maquillage, Kylie Lip Kit, qui te permet d'avoir les mêmes lèvres qu'elle. Donc voilà, la formule on la connaît, c'est scandale, opportunité, buzz. Mais maintenant on en vient au problème, parce que le truc avec le scandale, c'est que même si tu crées un premier buzz quand tu lances ta marque, au bout d'un moment ça s'essouffle. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment ancré dans un vrai besoin consommateur, genre c'est pas vraiment un produit que t'as créé pour les gens, c'est plus l'opportunité que tu as trouvée de capitaliser sur ton influence. Et donc, ça repose que sur toi et pas sur ton offre. Donc, quand Kylie a sorti sa marque de maquillage, c'était sympa et tout le monde était content des Kylie Lip Kits parce que voilà, c'était le produit tant attendu pour avoir les lèvres de Kylie. Mais le truc, c'est que comme elle était en train de capitaliser sur son influence, elle a essayé d'aller trop vite. Elle se disait, ok, bah tant que c'est là et que ça s'essouffle pas encore, je vais continuer à lancer des produits. Surtout qu'une marque de maquillage, c'est comme ça qu'ils font. Il faut sortir des produits vraiment rapidement. Sauf qu'au bout d'un moment, quand elle a élargi sa gamme de produits et qu'elle commençait à faire des fards à paupières, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs consommateurs ont porté plainte contre la marque parce que quand ils recevaient leurs produits, il y avait une odeur chimique tellement forte que ça leur causait des migraines atroces. Et donc, ils ont porté plainte. En parallèle à ça, il y a également eu énormément de plaintes des travailleurs, ceux qui travaillaient à l'usine de Kylie Cosmetics et qui produisaient les fards à paupières, etc., et tous ces produits de maquillage, parce qu'ils n'avaient pas assez de protection dans leur travail, on leur donnait pas le matériel suffisant, et en plus, c'était trop bondé, donc ça veut dire que pour une station de travail, si normalement, il n'y a qu'une seule personne qui est censée travailler, eux, ils étaient à 2 ou 3 sur la même station de travail. Donc le mode de production n'était pas aux normes. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de grandir trop vite, parce que c'était pas une vraie entreprise. Bon, je spécule, hein, ça c'est moi qui dis. Parce que c'était pas une vraie entreprise et parce que elle n'avait pas le contrôle en fait. Ils essayaient de grandir trop vite et ça ne suivait pas. La production ne suivait tout simplement pas. Et c'est comme ça que ça a commencé à devenir un peu problématique, cette marque. Au fil du temps, il y a eu énormément de critiques autour de cette marque, mais la dernière en date est survenue autour des vrais chiffres qu'elle a réalisés avec son entreprise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, elle a fait la couverture de Forbes en tant que self-made billionnaire, donc en gros, une des plus jeunes milliardaires à être arrivée à ce statut par ses propres moyens. Donc, même si on peut débattre ou non de ce statut-là, la vraie question, c'est qu'en fait, ils avaient menti sur les chiffres de l'entreprise et qu'en réalité, elle n'était pas vraiment milliardaire. Quelques jours après que ce statut et que ce titre lui ait été attribué, Forbes a publié un autre article disant qu'en vrai, elle avait grossi les chiffres de son entreprise et qu'en réalité, elle ne réalisait que le tiers de ce qu'elle avait vraiment déclaré. Et qu'en fait, elle n'était pas vraiment milliardaire. Donc en vrai, toutes ces années-là, les Kardashian montraient et surtout disaient que Kylie Cosmetics c'était une entreprise de dingue, qu'elle réalisait énormément de chiffres, qu'elle était à la hauteur de toutes les plus grandes marques de maquillage, alors qu'en réalité, même si elle faisait des chiffres, elle faisait même pas le tiers de ça. Et ça, c'était quand même assez problématique parce que vraiment, c'est un crime en fait. C'est un crime de grossir tes chiffres. Et la réalité des chiffres, quand tu les regardes, certes, c'était quand même en croissance, mais c'était beaucoup plus bas que ce qu'elle disait. Et ça prouve mon point, c'est une entreprise d'influenceurs, c'est pas une entreprise de cosmétiques. Quelqu'un qui ne la connaît pas n'achètera probablement pas ses produits, parce qu'ils n'apportent rien, ils apportent juste son nom dans le milieu du cosmétique. Donc ça, qu'on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est une réalité. Donc suite à cette histoire, et pendant que ça se passait, en fait, elle a vendu 51% de son entreprise à Coty, qui est un grand groupe de cosmétiques et de produits consommateurs, donc ils ont l'habitude et l'expérience surtout de vendre ce genre de produits-là. Et je pense que c'est en partie ça qui a permis de sauver sa marque, en fait. C'est ça qui a permis de sauver Kylie Cosmetics, qui était un peu en déclin. Bon, pas trop, mais un peu en déclin. Et aujourd'hui, l'entreprise est là, elle marche, mais sans plus, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'un truc de méga ouf venant de cette entreprise. Coty a également fini par racheter KKW, la marque de maquillage de Kim Kardashian, qui est un peu le même principe que Kylie Cosmetics, mais pour Kim Kardashian. Et depuis, l'entreprise, elle est à l'arrêt total. Et si vous vous rappelez, cette entreprise, elle n'avait pas non plus démarré sur les meilleures bases, puisque dès les premières campagnes, elle a été accusée de blackfishing parce qu'elle avait la peau significativement plus foncé sur ses photos de campagne que sa vraie couleur de peau. Donc globalement, ces marques de cosmétiques, c'était jamais plus que des entreprises d'influenceurs.
Il y a eu d'autres histoires de scandales, on peut vraiment continuer comme ça, comme par exemple l'entreprise de Kendall et Kylie. Genre, est-ce que vous saviez, vous, qu'elles avaient encore une entreprise de vêtements? Parce que moi, je ne savais pas. Mais à un moment donné, il y a eu un scandale autour de ça. Lorsqu'elles ont lancé une série de t-shirts avec comme photo les rappeurs Tupac et Notorious B.I.G., sans demander l'autorisation à personne d'utiliser ces images-là. Dans cette histoire, il y a deux parties qui ont porté plainte contre elles. D'une part, Michael Miller, le photographe de la photo de Tupac, qui avait les droits d'auteur sur l'image et à qui on n'a pas demandé si on pouvait utiliser la photo. Et d'une autre part, la mère de Notorious B.I.G., qui en plus de sa plainte, a pris la parole sur Instagram pour dire que le fait d'utiliser son image pour vendre des t-shirts comme ça alors qu'il n'y a aucune relation entre Kendall et Kylie et Notorious B.I.G., elle a qualifié ça d'irrespectueux, dégueulasse et de l'exploitation pure et dure. Et un dernier exemple pour la route, si vous voulez, pour vous montrer à quel point, en fait, quand on crée une entreprise en tant que célébrité, c'est rare que ça tienne la route. Lorsqu'en 2022, Kylie a lancé sa propre marque de maillot, Kylie Swim, ça a été un flop total parce que la qualité n'était tout simplement pas au rendez-vous. Lorsque les consommateurs ont reçu leur maillot, les coutures étaient défaites, les produits étaient de basse qualité, c'était pas du tout conforme aux images et globalement, c'était la déception pour tout le monde. Aujourd'hui, elle a arrêté la marque, elle l'a mis sur pause, donc on peut commander encore les produits qui restent en stock, mais elle n'a pas fait de restock. Et elle attend que le buzz, et surtout le bad buzz, passe pour qu'elle puisse relancer sa marque différemment, avec un magasin physique, etc., etc. Mais de base, ça a été lancé complètement à la va-vite, et juste comme ça, quoi, en mode « why not ?» Pourquoi est-ce que je ferais pas une autre marque? J'ai que ça à faire, et puis tant que les gens achètent, je suis là pour ça. La raison pour laquelle je vous raconte toutes ces histoires-là, c'est parce qu'en voyant ces entreprises qui se font racheter, ces entreprises qui ont floppé, qui ont dû être fermées, qui ont eu des problèmes de production, où les produits vont pas du tout, etc., etc., tout ça, ça m'a fait me demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qu'elles gèrent aujourd'hui, notamment Good American, la marque de jeans de Khloé Kardashian, et Skims, la marque de sous-vêtements de Kim Kardashian, pourquoi est-ce que ces entreprises, elles marchent bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elles se portent bien? Pourquoi est-ce que même quand il y a quelques couacs dans ces entreprises-là, est-ce qu'elles se relèvent encore plus fort? Pourquoi est-ce que tout va bien pour ces marques-là? Moi, au début, quand j'ai commencé mes recherches, je me disais, naïvement, que voilà, peut-être qu'elles ont appris de leurs erreurs, peut-être qu'elles se sont dit, ok, on va essayer de créer des trucs un peu plus intelligents, créer des produits que les gens veulent vraiment, etc., etc. Ou encore mieux, je pensais que ce que les médias disent d'elles était vrai, qu'elles sont passées de célébrités et influenceuses à de vraies pionnières du monde des affaires. Mais en réalité, on en est assez loin. Ce qui démarque réellement Good American et Skims des autres entreprises, c'est le réseau qu'il y a derrière. Parce qu'il suffit de se concentrer un peu sur ces entreprises pour comprendre qu'en réalité, elles ne sont que le visage de ces marques et que les vrais génies derrière, c'est un réseau bien ficelé de gens que vous ne connaissez probablement pas. Et l'histoire de ce réseau commence avec une personne qui s'appelle Emma Grede. Alors Emma Grede naît dans l'est de Londres en 1982. C'est une jeune fille très déterminée et c'est une personne qui n'a jamais manqué de confiance en elle. Elle rêve de faire carrière dans la mode et elle, vu qu'elle n'a pas d'amis stars, au lieu de faire comme Kim et de s'associer à ces personnes-là, ce qu'elle fait plutôt, c'est qu'elle enchaîne petit boulot sur petit boulot pour pouvoir, d'une part, se payer ses magazines de mode et d'une autre part, économiser pour ses études à la London School of Fashion. Seulement 2 mois avant l'obtention de son diplôme, elle décide de tout stopper et de commencer directement son stage chez Gucci. Ça se passe bien et quelques mois plus tard, elle enchaîne sur un nouveau travail dans une agence de communication qui s'appelle Saturday Group, qui a été cofondée par James Grede. Ce James Grede en question deviendra plus tard son mari et le premier maillon du réseau qu'on va démanteler dans cette vidéo. Alors James Grede, c'est une vraie tête. On lui doit des campagnes marketing de dingue, comme Beyoncé qui chante sur la plage pour H&M, si vous vous en rappelez. Ou encore le partenariat de Natalie Portman avec Dior en tant qu'égérie. And you? What would you do for love? Mais son plus grand succès reste le lancement de sa marque de jeans Frame. Fondée en 2012, elle a été très vite popularisée auprès des plus grandes stars grâce à la représentation de son amie, le mannequin Karlie Kloss. C'est une mannequin très connue et qui a vite permis de populariser sa marque. Frame devient rapidement une marque respectée pour sa qualité, pour son design pointu, pour des collections iconiques comme le partenariat avec le Ritz de Paris. James et Emma Grede, c'est un peu un hit couple secret du monde de la mode parce qu'ils sont vraiment tous les deux ultra experts dans leur domaine. Ils savent tous les deux créer une offre de produits extrêmement attractive pour les consommateurs et ils savent exactement
où le monde de la mode va se diriger et ils savent créer ces entreprises en conséquence. Emma Grede, elle a une force en plus et c'est l'intersection entre la mode et l'influence. Je m'explique. En 2008, elle crée sa propre agence de marketing d'influence et en gros son job c'est d'inventer des campagnes et de se dire ok, telle marque marcherait super bien avec telle célébrité et en gros c'est à elle de joindre les deux. Et c'est tout naturellement qu'elle commence à travailler avec des entreprises de la mode et au fil des années, avec l'expérience et surtout le succès de ses campagnes, elle devient un peu une référence dans le monde de la mode. Elle commence à être invitée à différents événements, dont les différentes Fashion Week, et c'est comme ça qu'elle rencontre Kris Jenner en 2013. Avec le temps et à force de se rencontrer à ces différents événements, elles deviennent amies et commencent à se rencontrer en privé, à certains déjeuners, etc. pour pouvoir parler business. Un jour, Emma Grede a livré dans une interview que son rêve avait toujours été de travailler avec les Kardashian. Parce que ce qu'elle admirait par-dessus tout, c'était la visibilité et l'influence que les Kardashian avaient. D'autant plus que ça faisait pas mal de temps qu'elle réfléchissait et qu'elle voulait créer une entreprise à son nom, créer un projet de toutes pièces, mais qu'elle voulait pas forcément en faire la promotion, ou en tout cas qu'elle avait pas l'envie d'être sous les feux des projecteurs comme le sont les Kardashian. Dans cette amitié avec Kris Jenner, elle a vu une opportunité et elle a surtout attendu le bon moment pour pitcher ses idées, moment qui est arrivé près d'1 an après sa rencontre. En 2014, elle lui parle de son projet qui serait une marque de jeans plus inclusive des tailles. Donc cette idée, elle n'est pas vraiment tombée de nulle part vu que son mari, Jens, est lui aussi à la tête d'une marque de jeans. Lorsque Kris a entendu parler du projet, elle a tout de suite été intéressée et elle a commencé à chercher la bonne sœur pour le projet et elle a fini par choisir Khloé Kardashian. Alors le choix de Khloé pour cette marque est parfait parce que c'est elle qui dans leur série de télé-réalité a le plus galéré avec sa confiance en elle en fait. Elle a toujours eu des problèmes avec son corps, tout le monde la critique parce qu'elle est un peu plus ronde que les autres, elle a un nez un peu plus gros que les autres, elle est même plus grande de taille que les autres, enfin globalement c'est elle qui a cette image-là de la personne qui ne trouve jamais ce qu'elle veut dans les rayons des magasins. Donc c'est logique en fait, et ça marche bien qu'elle soit à la tête d'une entreprise qui prône être plus inclusive des tailles et de la forme féminine. Et évidemment, comme tout lancement d'une marque Kardashian, lorsqu'en octobre 2016, Good American voit le jour, ils battent les records pour une marque de jeans et réalisent $1 million de chiffre d'affaires en 24 heures. Donc le choix de Khloé à la tête de cette marque est parfait. Par contre, elle n'est justement que ça, le visage de la marque. Ce n'était ni son idée, ni son projet, ni son ambition. La preuve, c'est lorsque Emma et Khloé parlent du projet, elles en parlent de manière vastement différente. Khloé, elle parle exclusivement de l'image de la marque, de ce que ça veut dire pour elle, enfin des choses en surface, des choses que tu peux facilement apprendre lorsque ton attaché de presse te le dit. Par contre, Emma, elle, quand elle parle du projet, elle parle vraiment comme une vraie CEO. Elle te parle de la genèse du projet, des galères qu'elle a eues et des trucs qu'elle a dû surmonter pour faire de Good American une réalité. Le plan était de lancer Good American avec plein d'articles différents, mais je me suis contentée du denim comme offre initiale. Je voulais réunir $2 millions et j'ai réussi à en réunir 1 et des poussières. J'étais donc limitée par la réalité de l'argent que j'avais levé et par mes capacités limitées en tant que PDG. Donc dans ce projet, les Kardashian s'associent à un groupe de gens qui savent exactement ce qu'ils font. Si la marque a vu le jour, c'est parce que Emma Grede a eu cette ambition, et si les produits sont aussi bien, c'est parce que Jens était déjà un expert du jean avant. Donc là, on est dans un schéma complètement opposé à ce que les Kardashian font. Avant, elles partaient de leur influence pour créer des entreprises, etc., etc. Mais là, elles se sont associées à des gens, elles se sont dit, vous savez quoi, nous, on va juste attribuer notre image à des projets, c'est bon, on s'en fout, parce que c'est plus simple comme ça. Et donc avec cette marque Good American, on voit aussi un autre schéma se créer. Et cette fois-ci, c'est pas le schéma des Kardashian, mais le schéma des Grede. Parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des produits innovants, ils pensent à des idées, ils sont en mode « Ok, cette marque, ça marcherait bien, etc. etc. » Et ils trouvent les bonnes personnes, les influenceurs, les célébrités pour vendre ce produit-là. Et eux, ils restent derrière, ils restent dans l'anonymat, ils créent les marques, ils gèrent les marques et ils laissent les gens être un peu comme des posters pour leur marque. Ils l'ont refait avec Tom Brady, qui est l'un des plus grands footballeurs américains, pour créer une marque de vêtements de sport. Notre ambition derrière la marque Brady, c'est d'en faire la plus grande marque de vêtements de sport, un peu comme ce qu'est devenu la marque de Michael Jordan. Et maintenant, avec le succès prouvé qu'est devenu Good American, le couple Grede s'est dit, tu sais quoi, pourquoi pas refaire un projet avec les Kardashian, ça semble être le mot magique pour pouvoir vendre un produit, et 2 ans plus tard, ils décident de lancer Skims avec Kim Kardashian.
là encore, quand on voit Kim faire la promotion du produit, on se dit mais cette nana, elle a créé une entreprise de dingue quoi. Elle a tout fait de A à Z. On dirait que c'est sorti de son cerveau quoi. Le truc, il est venu comme ça du jour au lendemain, alors que pas du tout. C'est Emma et Jens Grid qui ont créé le projet. Peut-être que ça a été inspiré par Kim, peut-être que Kim leur en a parlé à un moment, mais c'est pas elle qui l'a créé, c'est eux. On reste un peu sur le même type de segment, on reste sur le plus inclusif, c'est un peu le truc magique en 2022, sauf que cette fois-ci c'est plus des sous-vêtements. Après, on nie pas complètement l'influence qu'a Kim sur ses marques, parce que elle, contrairement à ses sœurs, ce qu'elle a en plus, c'est qu'elle a un peu un esprit plus marketeux. Ça veut dire qu'elle aime bien créer des campagnes marketing pour ses entreprises, et elle est douée, parce que elle surfe sur tous les tabloïds et sur tous les buzz. Par exemple, quand on parlait que des couples de Travis Barker, Kourtney Kardashian et Megan Fox et Machine Gun Kelly, pile à ce moment-là, elle a créé une collection avec elle. Et donc, c'était le buzz, le truc qu'elle sait très bien faire. Donc, ne nions pas son influence, mais c'était pas sa marque. Et c'est pas sa marque. Et c'est pas elle qui crée les produits. Ou en tout cas, très très peu. Très très peu. Aujourd'hui, les deux marques, elles vivent un succès énorme, beaucoup plus que ce qu'elles ont pu connaître avec leurs autres marques. Good American atteindra les 200 millions de dollars de revenus en 2022 et Skims les 275 millions de dollars. Donc à ce stade-là de réussite, à ce stade-là de revenus, généralement c'est pas rare qu'une entreprise se dise ok, il serait peut-être temps que je commence à lever des fonds. Donc lever des fonds, ça veut dire aller chercher à l'extérieur des investisseurs pour pouvoir récolter de l'argent et développer sa marque plus rapidement, créer plus de produits et essayer vraiment d'étendre son réseau à l'international, enfin en fonction d'une stratégie développée pour la marque. Généralement, c'est un processus qui est très difficile. Imaginez, vous créez une entreprise, vous tout seul dans votre coin, vous réussissez, vous faites des revenus, mais maintenant il faut trouver des gens pour investir. Enfin, à part demander à ses proches, ses amis et tout, c'est compliqué quoi. Il faut trouver les gens, il faut créer un pitch, il faut trouver le temps de parler aux gens, faut les appeler, faut leur envoyer des mails, faut les contacter sur LinkedIn. Enfin, c'est énorme, c'est vraiment compliqué. Donc c'est ce que Skims essaye de faire, sauf que le truc avec Skims, c'est que c'est pas une entreprise comme les autres, c'est l'entreprise d'une influenceuse, d'une des personnes les plus connues au monde. Donc ça aide. Donc ils ont organisé une levée de fonds et ils ont réussi à lever 240 millions de dollars avec plusieurs fonds d'investissement. Le premier, Popular Culture, qui n'est autre que le fonds d'investissement de Jens et Emma Grid, donc littéralement l'argent, il fait que re-rentrer dans l'entreprise, quoi. Et un deuxième fonds d'investissement sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, qui s'appelle Thrive Capital. Alors Thrive Capital, c'est le fonds d'investissement qui a été créé par Joshua Kushner. Alors j'attends pas à ce que vous sachiez qui c'est, mais en gros, la famille Kushner, c'est une famille très très riche des États-Unis qui a bâti un peu un empire autour du développement immobilier et qui depuis a étendu son influence en politique et dans le monde des affaires. Le frère de Joshua s'appelle Jared et il n'est autre que le gendre de Donald Trump qui a également été un conseiller à la Maison Blanche. Donc Joshua Kushner, le mec qui est à la tête de Thrive Capital, c'est pas n'importe qui, il est super influent dans le monde des affaires. En plus de ça, devinez c'est le mari de qui ? Devinez. Pourquoi je vous entends pas ? Pourquoi vous devinez pas ? Et oui, c'est le mari de Karlie Kloss, qui est le mannequin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a permis à démocratiser et à faire la promotion de la marque de jeans Frame de Jens Grid. Est-ce que vous suivez un peu le réseau, comment il se construit ? Donc en gros, c'est vraiment une poignée de gens, une petite poignée de gens qui investit et réinvestit dans les mêmes entreprises. Donc en gros, vu que Jens Grid était bon ami avec Karlie Kloss, c'était facile pour lui d'obtenir un rendez-vous avec Joshua Kushner, et c'est comme ça qu'ils ont pu facilement investir dans Skims. Donc si moi j'avais créé Skims du haut de mon anonymat, j'aurais galéré de ouf à trouver un investisseur. Par contre, Kim, elle, maintenant qu'elle s'est associée à un réseau de gens qui est aussi influent, elle a eu comme ça son fric. Comme ça, en 2-2. Et comme ça, pour ceux qui écoutent, je suis en train de claquer des doigts. Voilà. Et le fait de connaître autant de gens, c'est un vrai point différenciant. Là, les Kardashians, elles sont en train de rentrer par la porte principale dans le monde des affaires. Elles sont pas en train de passer par des scandales, par des campagnes un peu cheloues, par une influence plus ou moins douteuse ou je ne sais quoi. Non, là, elles sont vraiment en train de s'associer à des businessmen, des stratèges, des gens qui savent où le monde se dirige. Et elle s'associe à la force d'un réseau qui facilite les choses et qui te fait rentrer dans une sphère dans laquelle tu ne peux pas rentrer quand ton nom c'est pas Kardashian ou je ne sais quoi. Au cours d'une interview, un journaliste a demandé à Jens Grid la nature des entreprises qu'il gère, donc Skims, Good American et Frame, et il a répondu: Ce n'est pas tout à fait un groupe. Emma et moi avons notre fonds d'investissement Popular Culture, qui est un gros actionnaire dans toutes les entreprises avec lesquelles nous interagissons, et il y a beaucoup de personnages récurrents.
Nous avons une famille d'investisseurs et de partenaires dont les Kardashian. Nous avons beaucoup d'affinités et nous travaillons tous ensemble depuis longtemps. C'est une vraie famille. Donc, est-ce que ça vous semblerait pas un chouïa incestueux? Le mec, il parle quand même de famille. Bon, après, je dis pas que c'est la première fois qu'on a un cas de népotisme dans le monde des affaires. Genre, non, c'est même très courant. Mais je trouve qu'ici, c'est quand même super bien dissimulé. Dans le sens où les Kardashian, elles, quand elles font la promotion de leurs entreprises et qu'on les entend parler, on dirait qu'elles ont tout créé de toutes pièces, qu'elles ont démarré de tout en bas et que maintenant elles sont arrivées tout en haut, toutes seules comme des grandes, alors qu'en réalité, c'est seulement depuis 2016 que dans le monde des affaires, qu'elles percent particulièrement bien, et surprise, c'est pas elles, c'est le réseau de gens. Donc il y a quand même un népotisme bien caché là, c'est un réseau de gens, vraiment, moi je connaissais pas avant de faire mes recherches. Mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le népotisme, laissez-moi vous faire un petit cours d'histoire et vous donner la définition, promis ça ne durera pas longtemps. Le népotisme, c'est une pratique qui vise à accorder des faveurs particulières, et plutôt injustifiées, à des membres de sa famille, ou de ses amis d'ailleurs. Donc en gros, c'est comme la personne que tu connais qui a trouvé son stage rapidement parce que son tonton c'est le roi du monde. C'est juste parce que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, bah la personne arrivera plus vite là où elle veut aller. C'est un terme qui trouve son origine au Vatican à partir du XVIe siècle et qui décrit les faveurs accordées aux neveux des papes. Et plus spécifiquement quand le pape Calixtus II au XVe siècle a fait de son neveu Rodrigo Borgia un évêque. Donc quand tu deviens un évêque, en gros c'est un peu plus facile pour toi et un peu plus probable que tu deviennes pape par la suite. Chose qui est arrivée pour Rodrigo Borgia vu que 5 papes plus tard, il est devenu pape à son tour. Donc en gros, si son oncle ne l'avait pas rendu évêque, il serait pas devenu pape. Mais peut-être qu'un exemple plus récent vous permettra de comprendre mieux. Par exemple, Donald Trump, on en a parlé tout à l'heure, vous vous rappelez quand il était président? Eh ben, sa fille, elle avait quel titre? Littéralement un titre inventé par Donald Trump. Première fille. Et il l'a rendue conseillère du président. Et par la même occasion, il a fait de son gendre haut conseiller à la Maison Blanche. Vous vous rappelez, on parlait de lui tout à l'heure, c'est Jared Kushner, qui est le frère de Joshua Kushner, qui est la tête de Trave Capital, qui est un des fonds d'investissement qui a investi dans Skims, et qui a été présenté à Jens Grid par Karlie Kloss, qui est sa femme, pour pouvoir investir dans l'entreprise de Kim Kardashian. Est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que pour moi, c'était compliqué. Est-ce que c'est pas un réseau de dingue, ça? Est-ce que c'est pas népotique? Un peu. Allez, avouez, un peu. Et il y a certaines situations où le népotisme, c'est pas si mal que ça, c'est pas tout le temps négatif, dans le sens où t'arrives à un endroit parce que tu connais telle personne. Par exemple, Stella McCartney, quand elle est arrivée dans le monde de la mode, c'était clairement grâce à l'aide de son père, Paul McCartney, mais en vrai, elle en a fait quelque chose, elle a travaillé, elle s'est distinguée par son travail, par ses idées, parce qu'elle voulait changer les choses, elle a pris la parole pour des causes qui lui sont chères, elle a fait de son népotisme quelque chose de positif, elle a fait de l'aide de son père quelque chose de positif. Et je pense que le truc avec le népotisme, c'est que ça ne dérange jamais personne quand la personne en question ne dément pas profiter d'un système qui a été mis en place pour lui être bénéfique. Et aussi qu'elle a un impact positif dans son milieu, qu'elle fait des choses et qu'elle reste pas là les bras croisés et qu'elle est surtout compétente. Par contre, le népotisme, c'est complètement négatif quand on dément complètement avoir profité d'un système qui était là pour nous être bénéfique à nous spécifiquement et qu'on suggère qu'on en est là simplement par son bon vouloir, sa détermination et par une méritocratie bien ficelée. Et c'est ce qui est reproché aux Kardashian. Parce qu'elles démontrent encore à ce jour avoir profité d'un système quel qu'il soit. Elles disent qu'elles en sont arrivées là par la force de leur travail. Certes, elles ont travaillé. Mais n'oublions pas d'où elles viennent. N'oublions pas qu'elles ont grandi à Beverly Hills, où la porte à côté c'était Paris Hilton. Donc si on en revient un peu à notre histoire, si au tout début de leur carrière, les Kardashian utilisaient des buzz et des scandales, etc. pour créer des entreprises, aujourd'hui, ce qu'elles se privent de dire, c'est qu'elles se sont associées à un réseau de gens, d'experts, de gens qui ont d'excellentes idées d'entreprise, qui ont toutes les connaissances et tous les moyens pour les exécuter, et qui ont une excellente connaissance de la gestion de crise et des scandales. Parce que ce que j'ai remarqué aussi, c'est que là, elles sont peut-être passées de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au début, quand elles étaient en train de capitaliser sur des scandales, etc., elles étaient en charge de ce qui se passait un peu, au moins. Peut-être Kris Jenner, leur mère, plus que elles, mais au moins, quand c'était que leur influence et leurs entreprises, c'était elle qui gérait. Par contre, maintenant, ce qui se passe, qui est aussi un des risques qui arrive quand on se complaît dans le népotisme, c'est qu'on fait tellement confiance à ce réseau de gens auxquels on s'associe, qu'on finit par y déléguer de plus en plus de responsabilités, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, on ne gère plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe quand t'as des gens qui gèrent une entreprise pour toi, mais que ça reste ton visage à la tête de cette entreprise? Voyons ça de plus près. Lorsque la marque Good American est sortie, elle a été
accusées à 2 reprises d'avoir copié des petites marques indépendantes. Comme par exemple le fait d'avoir copié le design d'un jean d'une marque qui s'appelle Made Gold Betty et qui avait été vu plusieurs fois porté par énormément de stars, dont Kylie Jenner, avant même la création de Good American. Et ça a été la même chose pour le fait de copier une autre petite marque qui s'appelait Deep Blue Dazzled et qui faisait des bodys en maille avec des strass, un peu comme ce que Cher a l'habitude de porter quand elle est sur scène. Et du coup, Good American a lancé un produit qui était très similaire à ce body-là. Le truc, c'est que toutes les critiques qui sont sorties suite à ces affaires de copie de marque, etc., sont sorties contre Khloé. Contre Khloé Kardashian, pas contre Emma Grede, pas contre James Grede, parce que eux, finalement, ils sont dans le background, ils sont dans l'anonymat total. Ils sont derrière, ils sont pas devant. C'est Khloé l'image, et donc c'est elle qui prend tout, même quand c'est pas elle qui fait. Je doute fort qu'elle ait la main mise sur les produits. Je doute fort qu'elle se soit dit « Ok, y a ce jean-là que je kiffe, faites-le s'il vous plaît pour ma marque Good American ». Sachant que c'est Emma Grede qui nous répète depuis le début que c'était son dream, que c'était son rêve de faire cette marque, etc. etc. Donc évidemment, Khloé a une part de responsabilité. En tant qu'influenceur, en tant que célébrité, en tant que je ne sais quoi, tu es responsable de ce que tu vends. Donc tu es responsable en partie pour ces copies de marque. Par contre, 0 blâme sur le réseau derrière. Vraiment aucune critique sur eux. Alors qu'au moins, ils pouvaient avoir un chouïa de responsabilité. Ou encore quand Skims est sorti, les clients ont remarqué que c'était made in Turkey. Donc les produits étaient fabriqués en Turquie. En temps normal, certes, ça froisse un peu quelques personnes de voir que leurs produits sont créés à l'étranger, mais dans cette situation particulière, le vrai problème, c'est que c'était la Turquie et que les Kardashians sont originaires d'Arménie. Et si vous ne le saviez pas, la Turquie refuse à ce jour de reconnaître le génocide arménien. Donc évidemment, Kim Kardashian a reçu énormément de critiques face à ça. Mais elle a pris la parole rapidement sur Twitter pour dire: Lorsque j'ai commencé à créer ma propre entreprise de sous-vêtements, je savais que je voulais que chaque pièce soit fabriquée de la meilleure façon possible. Nous avons consulté des experts et cherché les meilleures options dans le monde entier, dont certaines ont été trouvées en Turquie. Nous sommes fermement opposés à toute forme de discrimination à l'encontre de quiconque ou de toute nation en raison de son passé. Pas vraiment partie de la production au début. On m'a présenté des tonnes d'échantillons provenant de nombreuses usines différentes. J'ai choisi la qualité, et personne n'a pensé à me prévenir de la provenance avant la fin de la production. Donc que Kim l'ait vraiment su ou non que c'était made in Turkey, on ne le saura vraiment jamais. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Emma Grede est chargée du développement de produits chez Skims. Elle l'a dit à plusieurs reprises. Ce qui fait que Kim, on le sait, attribue son image à cette marque, elle est un peu plus... Elle a les mains un peu dans le cambouis, mais dans le cambouis marketing, pas dans le cambouis produit. Donc même si on a le droit de reprocher des choses à Kim sur où sont faits ses produits, etc., vu qu'encore une fois, c'est elle l'image de la marque, le réseau derrière, eux, ils sont en train de siroter leur margarita en regardant les critiques passer, et ils sont en mode « Ouf, heureusement que c'est pas nous ». Et je le répète une dernière fois parce que je sais que je vais avoir la remarque, évidemment qu'on a le droit et qu'on doit tenir les Kardashians responsables des entreprises qu'elles représentent. Même s'il y a un réseau derrière, etc., etc., elles assurent une part de responsabilité dès lors qu'elles mettent leur visage et leur nom sur ces entreprises. Maintenant, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est les gens derrière, le réseau derrière qui est là, qui est tranquille, sans qu'on leur reproche rien, et ils font leur fric à l'aise. Après, pour finir, personne n'est à plaindre dans cette histoire. Les Kardashians continueront à faire de l'argent tant qu'on les suit et tant qu'on leur donne de l'importance. Le réseau derrière continuera à faire de l'argent sur les Kardashians tant que les Kardashians les laissent faire de l'argent. Enfin, vraiment, ils sont tous trop riches pour en avoir quelque chose à faire de moi qui fais un commentaire de leurs entreprises, quoi. Enfin, le monde va continuer de tourner avec ou sans eux. Sur ce, on arrive à la fin de cette histoire. J'espère que vous aurez découvert une chose ou deux sur ces entreprises des Kardashians. Et je vous laisse avec une sage parole de Kim Kardashian qui a un conseil pour vous si vous voulez avoir le même niveau de succès qu'elle. I have the best advice for women in business. Get your fucking ass up and work. Get your fucking ass up and work.